Hop, eh ben c'est parfait, nickel. Alors, du coup, écoute, Guy, on va commencer rapidement avec ta présentation. Avant de commencer avec donc les questions que je vais te poser. Donc, tu es une figure incontournable du numérique français, coprésident pendant plusieurs années du groupe Open, l'une des premières ESN françaises avec 4000 collaborateurs et 400 millions de chiffres d'affaires. Tu as forgé ton expertise à la croisée du management et de la transformation digitale et de l'entrepreneuriat. Diplômé en mathématiques et ancien enseignant, tu as également présidé Syntec Numérique pendant Syntec Numérique. Syntec Numérique, désolé, j'ai écorché, pendant 6 ans. La chambre professionnelle qui fédère les acteurs du secteur IT en France. Aujourd'hui, tu es PDG chez de Gadax Conseil, donc un business angel. Tu es également administrateur et professeur en école de commerce et tu n'as pas cessé d'interroger le rapport entre l'innovation technologique et la responsabilité humaine, donc notamment là, une réflexion que tu as consignée dans ton ouvrage « L'apocalypse numérique n'aura pas lieu en 2019 ». Je me suis pas trompé? Pas du tout, c'est parfait. Nickel. Tu aurais pu citer mon deuxième livre, Pour un numérique humain. Exactement, je l'avais oublié, mais il est disponible en tout cas et on le voit donc sur. Alors, du coup, donc moi je vais commencer avec la première question. Donc pour introduire le sujet, on abordera principalement la transformation digitale des TPE-PME familiales avec un accent dans le domaine du courtage d'assurance. On va commencer avec la première question, Guy. Dans ta carrière, tu as observé de nombreuses transformations dans les entreprises françaises. Que penses-tu tout d'abord des structures de taille plutôt modeste, telles que les TPE et les PME, et qu'est-ce qui rend leur transformation digitale structurellement différente de celle d'une très grande entreprise ou d'un grand groupe? Bon, c'est d'abord une très très bonne question que j'ai beaucoup travaillé. D'abord parce que j'ai fait partie d'un jury avec les Échos sous la présidence de Gilles Babinet qui étudiait l'évolution des entreprises du CAC 40. Ça s'appelait le ICAC 40 d'ailleurs, et leur transformation digitale. Et puis, j'ai mené en tant que vice-président du Conseil national du numérique une étude sur la transfo digitale des PME qu'on peut retrouver, un rapport qu'on peut retrouver qui s'appelle Croissance connectée. Alors, c'est assez. Disons tout ça a été fait il y a quelques années, mais je dirais que les fondamentaux n'ont pas changé. La première chose, c'est que les entreprises du CAC 40 ont les moyens d'opérer leur transformation. Alors, bien sûr, avec plus ou moins de succès, mais en tout cas, elles ont toutes pris conscience de la nécessité de cette transformation et ont mis en place les process pour le faire. En revanche, les PME, TPE, elles, ont pris beaucoup de retard. Alors, il y a plusieurs raisons. La première, il y a un problème d'acculturation. Ça signifie que beaucoup de patrons de TPE, PME n'ont pas encore compris que c'est une nécessité. D'ailleurs, je faisais pas mal de conférences dont le titre était « Se transformer ou disparaître ». Et ça, ils n'ont pas été très, très bien compris. En tout cas, on continue à les acculturer. Je travaille avec la BPI pour cela. La deuxième raison, elle est très bien symbolisée par un slide qui n'est pas le mien, mais que j'utilise beaucoup, où on voit des hommes préhistoriques tirant un chariot plein de pierres avec des roues carrées, et avec quelqu'un qui est derrière, avec une roue ronde, et qui dit « j'ai une idée ». Et les gens qui tirent la charrue lui répondent « on n'a pas le temps, on a du travail », etc. Ça symbolise parfaitement la problématique des PME. Elles sont préoccupées par leur quotidien, leur stock, leur facturation, leur trésorerie, et on leur dit il faut vous transformer. Et alors, il y a toujours la même problématique, il faut prendre du temps, de l'argent pour se transformer, mais si tu ne te transformes pas, tu vas en perdre beaucoup. Donc voilà, c'est ce cercle vicieux-là qui n'a jamais vraiment été bien intégré par les patrons de PME et qui provoque ce retard.
Exactement. Il y en a beaucoup d'ailleurs qui partagent. Et puis moi, dans mon expérience, c'est on va dire que c'est un sentiment également que j'ai senti, hein, pas uniquement dans le cabinet dans lequel je travaille, mais cependant, moi il y a une question en tout cas, il y a un sujet que je souhaiterais qu'on insiste dessus, c'était la transformation digitale. Là, tu as parlé de transformation culturelle. Oui. Donc, avant qu'elle soit technologique, elle doit être culturelle. Et allez, là, je vais dire un cabinet de courtage familial, par exemple, où le dirigeant de ce cabinet a pu construire sa clientèle sur plusieurs années. Eh bien, comment définirais-tu le premier vrai pas vers la transformation, en tout cas ce qui distingue euh, le commencement à se digitaliser de se numériser sans se transformer? Bon, alors la première chose, et là, je dirais que c'est d'actualité, alors que je l'aurais pas dit il y a quelques années, c'est que il faut que les patrons comprennent les enjeux de l'intelligence artificielle. C'est vrai. Voilà. Donc ça, c'est la première chose absolument impérative, qu'ils pratiquent eux-mêmes, Mhm, hein, les outils d'intelligence artificielle pour bien comprendre les enjeux et après pour voir comment ils peuvent les appliquer et les déployer. La deuxième chose, je suis pour une formation totalement générale de l'ensemble des salariés sur le sujet de l'intelligence artificielle et de travailler en groupe mhm. pour réfléchir à la transformation de chacun des métiers par le numérique et l'intelligence artificielle par conséquent aujourd'hui. D'accord. Euh, Il y a vraiment aujourd'hui une prise de conscience à avoir qui ne Mhm, suffit pas, mais qui est nécessaire, hein. mhm, Et puis après, de travailler son déploiement dans l'entreprise. Je vais citer au hasard, dans le recrutement, par exemple, on peut gagner un temps fou grâce à l'intelligence artificielle et donc changer les process. Je connais des boîtes qui ont plusieurs centaines de personnes au recrutement, au RH, et elle peut diviser par ça par 10 grâce aux outils d'intelligence artificielle qui peuvent sélectionner des CV, faire les mhm, premiers entretiens, mettre le point sur les points forts, points faibles, mettre le doigt sur le point fort, point faible du candidat, son adéquation avec l'entreprise et par conséquent arriver, au lieu de traiter 1000 CV, d'en traiter 10 directement, et là, humainement. Alors à chaque fois, je termine par ça, parce que traiter 1000 CV, ça n'a rien d'humain, hein, c'est pas mhm. possible. En revanche, traiter 10 CV bien triés déjà, bien sélectionnés, alors là, c'est très humain. Mais Alors, c'est un exemple, hein. On peut très bien ah oui. réfléchir au commercial ou à la logistique, hein, voilà. Bah, c'est vrai. Et puis d'ailleurs, on peut tout de même nous parler. Alors forcément, les entreprises qui, on va dire, ratent le virage de cette transformation peut s'expliquer par le manque de temps, aussi résistance au changement que tu rencontres assez fréquemment. Et je pense que dans ton expérience, je voulais moi savoir lequel de ces freins est le plus difficile en fait à lever et pourquoi est-ce souvent le frein humain qui l'emporte sur le frein technique? Le frein technique, je le mets tout de suite de côté, franchement, c'est Mmh mh. secondaire. Mmh. C'est le frein humain qui est le principal facteur d'échec. D'ailleurs, ce n'est pas nouveau. Dans ma carrière, j'ai lancé des centaines de projets. Par exemple, quand on mettait en place un ERP, eh ben, c'est toujours la gestion du changement et l'humain qui était la problématique. Mais avec l'intelligence artificielle, alors là, ça a pris des dimensions exponentielles. Mmh mh. Si tu veux, à partir du moment où, comme je vois dans certaines banques, par exemple, où Mmh mh. chaque fois qu'on passe d'intelligence artificielle, les gens ne pensent qu'à une seule chose, c'est qu'elle va supprimer leur emploi, tu penses bien qu'ils vont rien faire pour la mettre en place. Donc, le sujet est strictement humain et ça commence par, premièrement, expliquer les enjeux et deuxièmement, former pour que les gens comprennent que ça ne va pas prendre leur place, mais ça va les rendre plus efficaces. Et surtout, bon, et là, et bien entendu, ça fait partie de la gestion du changement, que si ils refusent ce changement, c'est là où ils disparaîtront. Ouais, Ah c'est bah oui. c'est ça le grand sujet, c'est que le danger ne vient que de l'ignorance, le danger ne vient que du refus. À partir du moment où
où tu le prends en charge, eh bien, ce n'est plus un danger. Au contraire, c'est une opportunité. J'ai souvent comparé ça à un tsunami Mmh. où si tu commences à vouloir résister, tu vas mettre des sacs de sable et des murs et tu vas te faire balayer. En revanche, si tu apprends à surfer, eh bien, ça va devenir une magnifique vague d'opportunités. Exactement et puis on peut quand même, aborder le sujet de la culture du papier. C'est vrai que quand même dans de nombreux secteurs, on croule sous les papiers, les documents et cetera, les dossiers. Il y en a beaucoup d'entreprises qui sont dans cette situation-là et quand on doit les convaincre de passer à la culture du papier, vers la digitalisation, notamment la centralisation, des données clients dans un CRM par exemple, eh bien toi selon toi, comment on accompagne ce saut notamment je sais pas d'une TPE PME dans lequel il n'y a pas de direction en système d'information, pas de budget technologique et informatique dédié, ni même de successeur qui lui est formé au digital. Bah, d'abord, la première chose, tu as raison de l'évoquer, parce que pour en revenir au courtier en assurance, à mon avis, ça c'est un des enjeux primordiaux, Majeur, parce ouais. que dans ces métiers-là, le papier doit être vraiment énorme. Mais bon, bah, je reviens sur le même sujet, hein, Ouais. c'est-à-dire que ça passe par la formation, hein. Premièrement, ça passe par l'acculturation, c'est-à-dire n'ayez pas peur. Mmh. Et deuxième étape, c'est je vous apprends à l'utiliser en travaillant avec, par exemple, des petites équipes qui, au début, vont faire des essais, des erreurs, etc., Mmh. pouvoir faire un POC, par exemple, un proof of concept, et puis après, passer à l'échelle et à la généralisation. D'ailleurs, je suis convaincu que, en l'occurrence, l'intelligence artificielle peut aider à la mise en place de ces sujets en débarrassant très facilement de beaucoup de points, hein, que Oui. une transfo numérique, on va dire, ancienne n'aurait pas réglé. OK. Parce que moi, pour le coup, là, donc on reste toujours dans les TPE et les PME, Oui. mais on va quand même aborder tout de même cette segmentation qui sont les entreprises familiaux. Et pour ma part, moi, c'est le cas, puisque il y a encore un enjeu qui s'ajoute. Donc forcément, on est souvent bloqué dans ce genre d'entreprise par la logique économique et les émotions familiales, hein, qui se confondent énormément au quotidien, notamment les désaccords, les résistances. Je sais pas, du fondateur qui peut être le père, notamment le père et les enfants. Il y a un fossé, il manque une génération bien souvent. Je voulais savoir, toi, dans ton expérience de transformation des organisations, euh, si tu avais rencontré ce genre de situation et si tel est le cas, qui doit incarner le rôle, en tout cas le sponsor de la transformation digitale, le dirigeant lui-même, est-ce son successeur, ses enfants, ou faut-il nécessairement un regard extérieur, donc un prestataire par exemple? Bon, écoute, j'ai vécu 100 fois, hein, c'est une très bonne question aussi. Il n'y a pas de réponse à cette question. Il n'y a pas de réponse à cette question. Ceux qui te donneront une réponse ne l'ont pas vécu. Pourquoi je dis qu'il n'y a pas de réponse? C'est parce que, en fait, s'il y a 100 cas, il y a 100 réponses différentes. Mmh. Le mieux, évidemment, c'est quand le chef d'entreprise devient le sponsor de la transformation. C'est même ma recommandation Mmh. de base. Mmh. Le problème, c'est que dans une entreprise familiale, le chef d'entreprise, en général, est déjà un peu âgé et plutôt résistant. Donc, l'apport des fils, de la fille, qui, eux, ont été déjà sensibilisés, permet de transférer sur eux la possibilité de cette transformation. Mais pas parce que c'est le fils ou la fille. C'est pour ça que c'est un particulier des entreprises familiales. Mmh. Si le fils et la fille sont nuls et n'ont pas de goût pour cette transformation, et ils ne vont pas la porter non plus. Donc, il va falloir trouver quelqu'un, un cadre ou quelqu'un de l'extérieur pour la porter. Mais C'est vrai. c'est beaucoup moins puissant. C'est beaucoup moins puissant que quand le patron arrive en disant bon, c'est terminé, je veux plus voir de papier. Allez, vous débrouillez, je veux plus voir de papier. Donc tout le monde va se mettre à dire bon, mais qu'est-ce qu'on fait pour ne plus avoir de papier? Ouais. Le patron va dire bon, on va changer tu sais que c'est mon dada de business model. Eh ben oui, alors comment on fait? Eh ben oui,
Il faut s'y mettre. Et là, les gens ne rigolent pas. Attention, quelque chose aussi que j'ai souvent vécu, Mhm. c'est une fracture entre un patron convaincu, dynamique, et les salariés. C'est-à-dire que le rouage au milieu, le COMEX ou le CODIR, je ne sais pas comment vous appelez ça chez vous, ne s'approprie pas Mhm. le sujet. Et donc, le patron, il a beau se démener, bah, les choses, elles n'arrivent pas en bas. Même pour une petite boîte de 10 personnes. Hein. Le patron, et il faut qu'il ait des relais. Et ça, c'est absolument fondamental. C'est ça qui fait partie de la gestion du changement, d'ailleurs. Ouais, la question du comment qui est très difficile à répondre d'ailleurs hein, pour beaucoup d'entreprises et de cabinets. C'est vrai que bon, moi encore à l'heure actuelle, j'ai pas encore la réponse à cette question, mais bon, effectivement, comme tu dis, faut mettre la main dans le cambouis et il faut travailler ça. Du Un coup, consultant extérieur peut aider. Il un peut consultant aider. extérieur, Voilà, peut effectivement. aider. Attention, je dis bien peut aider, pas faire. Il Ah, doit ça c'est différent. accompagner, il doit accompagner le dirigeant et son COMEX dans la mise en œuvre. Ok. En observant, par exemple, les erreurs commises de communication, les choix qui ont été faits, l'organisation qui n'est pas en phase ni pas en ligne avec une transformation. Donc, lui, il peut voir ça, alors que quand on a les mains dans le cambouis, on ne les voit pas forcément. Voilà, je reviens de chez Generali, par exemple. Bon, j'ai parlé avec une femme, elle a en charge la gestion du changement, tu vois. Dans Mhm. une PME, tu n'as pas quelqu'un qui a en charge la gestion du changement. Ouais, C'est toute ouais. une équipe chez Generali Mm. qui gère la gestion du changement, tu vois. Donc, voilà. Dans les Euh, PME, bah oui, bah, c'est le patron qui doit gérer ouais. le changement. Du coup, là, on est, ce sujet-là nous permet de pouvoir transiter sur la disruption parce que bah, le domaine, en tout cas le marché de l'assurance, subit de plein fouet la mutation, la profonde mutation, et notamment bah, avec l'émergence des AssurTech, hein, qui est quand même un nouveau marché qui est apparu assez récemment, dans les années 2010 d'ailleurs. Et bah, à cela, moi, je voulais savoir, eh bien, là, donc il y a les disruptions sectorielles actuelles hein, qui montrent que l'assurance donc est en pleine phase de disruption active actuellement, et ça ne saurait être, c'est encore encouragé avec l'intelligence artificielle, les robots advisors, etc. Cependant, ces disruptions ne vont pas toutes à la même vitesse. Pour le segment spécifique, donc l'assurance vie, hein, qui est vraiment l'objet de ma thèse, et donc forcément hein, la prévoyance et l'épargne retraite qui s'accompagnent, eh bien, ça implique une forte dimension de conseil à long terme, notamment auprès de la clientèle. Toi, que penses-tu en fait de la disruption Enfin, si la disruption, aussi radicale soit-elle, eh bien, enfin, comment dirais-je, doit être aussi radicale dans l'assurance vie que dans l'assurance non vie, qui est un peu plus généraliste. Bon, alors, tu as participé à mon cours, hein, donc Oui. tu sais qu'il y a déjà des choses que j'affirme, que je vais te répéter. On peut en discuter ou pas, mais moi déjà, je dirais que la question de la transformation de tous les secteurs ne se pose même pas. Ils seront tous transformés. Donc, évidemment, comme tu l'as dit, à des vitesses différentes. Mhm. Alors maintenant, vous avez les insurtech qui arrivent. Mhm. Donc, je te rappelle le slide que j'ai fait où je vous demandais de réfléchir au modèle des disrupteurs. Oui. Donc, bah, moi, à votre place, c'est ça que je ferais. Je prendrais 4, 5 insurtech. C'est Mhm. ça, c'est IN, hein, surtech. Hein, c'est quoi, hein, Insurance, ouais, c'est. parce que c'est anglais. Enfin bon, peu importe. Ouais. J'en prendrai 4 ou 5 et je décortiquerai leur fonctionnement. Je décortiquerai leur business model. Comme je l'ai dit entre Uber et G7, G7 qui au début était complètement largué Mhm. et qui bon, bah, a remarqué que la chose la plus importante, c'est qu'il fallait arrêter le téléphone et qu'il fallait une belle appli. Donc, comme ils ne sont pas plus cons que les autres, ils ont fait une appli du niveau de G7, de Uber. Après, ils se sont dit, il y a un problème de business model, on ne peut pas arriver avec 20 euros au compteur, donc on va faire comme Uber, on va arriver avec zéro au compteur. Et puis, il faut s'occuper du client, etc. Donc la data, l'étudier, la qualité, etc. Voilà, bon. Ils ont pris
tout ce que ces disrupteurs faisaient, et ils les ont appliqués à leur propre transformation. Donc moi, si j'étais chez vous, c'est exactement ce que je ferais. Je prendrais toutes les insurtech, pas besoin de 100, mais d'en prendre 4, 5 ou 6, et en me disant, qu'est-ce qu'ils font que je ne peux pas faire? Voilà. Et qu'est-ce qu'ils font que je peux faire, moi? Et donc, du coup, je me disrupte moi-même et je deviens un interlocuteur dans ce milieu-là. Voilà un chantier absolument impératif pour quelqu'un qui veut se transformer dans l'environnement actuel. Avec en plus l'IA qui arrive, et donc voir, par exemple, comment eux ils utilisent l'IA. Parce que, exactement. Et si eux l'utilisent, pourquoi moi je l'utiliserais pas, hein? Et d'ailleurs, ça me fait rappeler, Guy, que dans ton cours, tu avais dit l'IA peut recentrer les métiers sur leurs dimensions les plus humaines. Exactement. On parle de réhumanisation. Et notamment, là, je vais me permettre de le transposer aux courtiers en assurance vie. Quelles sont concrètement ces dimensions humaines que l'IA ne peut pas remplacer aujourd'hui? Et comment la technologie pourrait-elle libérer du temps pour les renforcer plutôt que de les menacer? C'est exactement le sujet. Et il me semble que, tu l'as dit toi-même, l'IA peut remplacer beaucoup de papier et par conséquent libérer beaucoup de temps pour avoir des contacts humains. Et c'est en ça qu'on recentre le sujet autour de l'humain. D'ailleurs, tiens, c'est quelque chose que je pourrais donner en exemple dans mes prochains cours. Bah oui, aujourd'hui, franchement, moi je vois en tant que client, avec les assurances, c'est pas un cadeau, la relation, c'est pas un cadeau. Oui, ça oui. Bon, alors, tu envoies un mail par leur site, tu n'as pas de nouvelles, tu appelles, on te dit ah ouais, non, mais moi, je ne vois pas les mails. Bon, alors pourquoi vous me faites chier à mettre un mail sur mon site, sur votre site? Voilà, donc tout ça, si tu le revois, donc si la partie numérique devient fluide, complètement connectée, les interlocuteurs gagnent un temps fou et vont résoudre les problèmes les plus complexes. Voilà. Mais tout ce qui est business as usual, sur lequel ils perdent un temps fou, ils n'ont plus besoin de s'en occuper. Mais à condition que ça soit bien fait. C'est toujours le même problème. Moi, je vois ma femme, chaque fois elle a un problème avec un contact quelconque, elle me dit, tu vois, c'est ça le numérique. Mais je dis, mais pas du tout, c'est un numérique mal utilisé. Le numérique, au contraire, doit complètement alléger tout ce qui est pénible, répétitif, pour libérer du temps pour s'occuper des points les plus précis. Franchement, pour assurer une bagnole, en quoi j'ai besoin d'avoir un interlocuteur? Vraiment. Qu'est-ce que j'ai qu'à dire? Voilà ma voiture, voilà si. Voilà. J'ai un autre exemple. Nos amis de. Comment ils s'appellent là? Qui changent les pare-brises là? France Pare-Brise? Non, les autres. Carglass. Carglass. Bon, j'ai eu un problème de pare-brise. Bien. Il y a un super site. Je remplis mon nom, mon assurance, ma voiture, mon problème, photographie des impacts, tata. Très bien, monsieur. Alors, tout ça, là, ça se passe dans le site web. Ensuite, ils me disent où est-ce que vous voulez qu'on vienne intervenir. Alors, je dis bien que j'ai une Tesla. Voilà. Donc, j'habite à Pont-l'Évêque, à côté de Pont-l'Évêque, l'adresse, tout ça. Vous choisissez votre créneau horaire. Très bien, je choisis mon créneau horaire. Donc, j'ai dit, quelle merveille. Tu ne vois pas que le lendemain, j'ai quelqu'un qui m'appelle en me disant « Bon, alors monsieur, je voudrais préciser quelques éléments. Alors, quel est votre nom? Quelle est la marque de votre voiture ?» Je dis « Mais attendez, je vous ai rempli dans le site web. » « Ah oui, mais nous préférons vérifier. D'ailleurs, je vous passe ma collègue qui va vous fixer le rendez-vous. » Je tombe sur une autre collègue qui me redemande ma voiture, tout ça. Et puis hop, tout d'un coup, elle a une lueur. Elle me dit « Ah, vous avez une Tesla ?» Je dis, bah oui, c'est écrit depuis le début. Elle me dit, ah non, mais là, il faut que ce soit le Havre qui vous réponde. Je dis, mais quoi? Pourquoi j'ai fait tout ça? Et le Havre m'appelle
pour finir, en me proposant 14 questions pour me dire, ah ben non, on ne fait pas Tesla, nous. Tu vois, le temps perdu par tout le monde. Et en Ouais. plus, ils ont perdu un client, évidemment. Ça, Et t'es allé voir chez France Pare-Brise après, quoi. Si tu veux, eux, ils avaient un truc, une appli parfaite, mais qui n'est pas intégrée dans leur process. Eh ben, ça ne sert plus à rien. Normalement, dans l'appli, quand j'ai écrit Tesla, dit ah, excusez-nous de vous demander pardon, mais on ne fait pas Tesla. Terminé. On a gagné tous du temps. Et la prochaine fois, si j'ai une bagnole hors Tesla, je reviendrai. Mais là, jamais je vais revenir. Jamais. Et ils me font marrer avec leur pub Carglass. Tout est magnifique, on vient chez vous. Si je lui ai dit au mec, je dis, mais vous me faites rire, franchement, vous me faites rire. Bah justement, moi, ça me fait. Comment vous faites un site, vous vous cassez la tête, vous dépensez un fric fou à faire un site web, il ne vous sert à rien. Bon, alors, des trucs comme ça, j'en ai des trempés. Les SOR, les NJ, tous. Ils font de la fausse transformation numérique. C'est-à-dire que ils mettent en place des outils qui ne servent à rien. Et souvent des outils qui sont même pas digitalisés, hein. Je parle même plus de ça. Moi, je parle du digital pour rester dans la transfo numérique. Je fais un site web. Si je dois tout refaire après, je ne vois aucun intérêt. La vraie transformation numérique, je le répète à chaque fois, et j'ai dû le dire dans mon coup, c'est le flux libre. Voilà. Je suis allé sur le site web, j'ai mis ma carte bleue. Maintenant, quand je suis sur la 13, je trace et le soir, on me prélève. Ça, c'est de la transfo numérique. On a enlevé les bouchons, on a enlevé les emmerdements, on a enlevé la monnaie, on a enlevé la carte Visa. Magnifique. Ça, c'est de la transfo numérique, voilà. C'est vrai. Tout ce qui n'est pas fluide, exemple, les caissiers, caissières, où c'est moi qui fais le boulot en passant mes codes barres, ce n'est pas de la transfo numérique. Voilà. La transfo numérique, sa définition, tiens, je pourrais même mettre ça dans le coup, sa définition, c'est qu'elle facilite la vie. C'est pour ça que c'est de l'humain. Si c'est pour me compliquer ma vie, c'est pas de la transfo numérique, c'est de la techno, je ne sais pas ce que c'est. Voilà, si tu as compris ça, eh ben, tu es sauvé pour ta boîte, là. Voilà. Bah écoute, hein, j'ai la vidéo, tout est là, donc voilà. Non, mais il faut que toute la boîte comprenne ça. Tu n'as qu'à leur passer la vidéo parce qu'il faut que la boîte comprenne ça. Ce n'est pas un mec comme ça. Parce que si toi, tu as bien compris, évidemment, avec les études que tu as faites, tout ça, tu as bien compris. Mais si les autres disent oh, ben, qu'est-ce qu'il raconte celui-là, mais ça, c'est du baratin et compagnie, ça ne sert à rien. Voilà. Donc, compréhension de. En plus, vous êtes en pleine disruption. Tu l'as dit toi-même. Hein. Compréhension des caractéristiques des disrupteurs et application à mon business pour le transformer, mais le transformer vraiment en utilisant les outils que je mets en place. Voilà. Une fois que j'ai dit ça, c'est fini. Hein. Le reste, c'est la mise en œuvre, quoi. C'est vrai. Et d'ailleurs, Guy, moi j'ai une dernière question à te poser, si je peux me permettre, concernant les cabinets de courtage patrimonial, donc pour les placements financiers, les assurances vie, etc. On va se projeter dans 5 ans, dans 10 ans. Pour toi, quel serait le courtier qui a tout compris et qu'attends-tu comme expérience avec ce courtier? Franchement, je ne connais pas bien ce métier, mais moi, ce que je dirais, le courtier qui a tout compris, c'est celui qui aura mis en œuvre ce que je viens de dire. Ça veut dire une compréhension de la disruption, et qu'est-ce qu'ils font, les sites web, les outils, tout ce qu'ils font, et qui les met en œuvre. Que ça soit fluide, et par conséquent, ça devienne un outil pour attirer des clients, parce que plus ça sera fluide, plus les clients viendront. Une IA d'un peu partout pour comprendre tous les enjeux, la data, quel type de client, quoi, comment, etc. Faire la prospection, une IA qui pourrait prospecter elle-même. Franchement, Carglass avec ses pubs, il nous fatigue. Je pense qu'une bonne IA maintenant va coûter 1000 fois moins cher et pourrait faire le job. Hein.
Et bien, ils sont marrants en plus. Disney, ils l'ont déjà fait. Hein. Ils ont déjà fait une publicité audio. Je crois que ça a été généré par l'IA. Et elle passe en boucle sur Spotify. Ouais, bah ouais. Bon. On est déjà là. Hein. Et là aussi, mais s'ils le font mal, ça sert à rien. C'est toujours le problème, c'est de la façon dont on le fait. Hein, voilà. Bon, il y a un truc aussi, si j'ai bien compris, un courtier, lui, il est entre le client, mais il est avec et Avec une l'assurance. compagnie. Oui, c'est ça, avec Voilà. la compagnie. Donc Fournisseur. là, le process doit être archi fluide là-dessus. Hein. Et à mon avis, je sais pas, les trois quarts du boulot pourraient être faits totalement de façon automatisée. Voilà. Et donc, sur le quart du boulot, on peaufine l'humain, on peaufine la complexité. Donc, on peut créer d'autres produits qui, eux, ne se font pas en automatisation pour mille raisons, et donc avec beaucoup de valeur ajoutée. On peut se concentrer sur la qualité de service. Voilà, et puis du coup, on devient le courtier par lequel il faut passer, quoi, parce qu'il est incontournable. Ah oui, absolument. Hein. Absolument. Un courtier qui ferait tout ça deviendrait incontournable. Voilà. C'est clair. En plus, Mais, avec les nouvelles générations qui viennent, la génération Z, les millennials, on est déjà dans cette tendance. Hein. C'est pour ça qu'il existe Yomoni, Nalo, Linksea. Mais je le répète, Ouais. si ton client de génération Z, il va sur un site web et que une fois qu'il a fait tout ce qu'il a à faire, on vient lui donner un coup de fil, il n'a rien compris, quoi. Ouais. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Voilà, c'est tout, il n'y a rien. Moi, je dois aller sur le site Assurance, je ne sais pas quoi, je veux assurer ma bagnole, c'est une Tesla, c'est ceci, c'est cela, ça vaut 1 300 € annuels, boum. Ah, la Tesla, c'est pas, j'assure pas. Ah, oh bah ok, merci monsieur, je vais aller voir ailleurs, mais je reviendrai quand j'aurai pas une Tesla. Je sais pas moi, punaise, mais c'est le b.a.-ba, tout le monde devrait faire tout ça. Et qu'est-ce que, alors je connais pas moi, mais bon, si je faisais du conseil chez vous, bon déjà première chose, j'irais voir votre site web. Qu'est-ce que vous faites sur ce site web? Voilà, bon, ben, tu vois, c'est par là qu'il faut reprendre tout. Il faut prendre le site web, il faut prendre le CRM, il faut prendre ce que je sais, moi, tous les outils que vous avez, et puis harmoniser ça pour que tout ça, ça soit fluide. Voilà le mot, c'est fluide. C'était le maître mot, puis ça sera là-dessus qu'on va terminer. Il y a une très bonne nouvelle que je t'annonce. Moi, tu as fait de moi un manager augmenté, Guy, après cet entretien. Écoute, faire des études, c'est fait pour ça. Exactement. Très heureux que toi, tu aies fait, c'est Léonard de Vinci, c'est ça? Exactement. C'était même un des premiers cours qu'on avait eu ensemble. MBA MCI, c'est ça? C'est ça. Oui, bon, bah écoute, franchement, tu as fait ça. Là, en plus, tu as beaucoup de choses. Tu as appris beaucoup de choses sur l'IA. Tu as appris beaucoup de choses sur le marketing avec Stopniki et compagnie. Donc, tout ça, à mon avis, ça se met en place de façon très intelligente et très productive pour votre entreprise. Eh bien, écoute, moi, c'est un énorme challenge qui m'attend devant moi. C'est super. Et puis, écoute, moi, ça a été un plaisir, Guy. Merci beaucoup pour cet entretien. Avec plaisir. À un de ces jours. À un de ces jours. Au revoir. Au revoir.